l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo, présidente du MGC, a pris son temps pour d'abord concevoir dans son esprit une coalition devant regrouper plusieurs partis politiques pour obtenir la réforme du système électoral, la révision de la liste électorale, la réinscription sur la liste électorale des personnalités que vous connaissez déjà, dont moi-même, radié de la liste. Nous n'avons pas pu obtenir gain de cause. Vous savez, un homme, il fait des choix qui peuvent se solder par un succès, tout comme aussi par un échec. Le plus important, c'est d'assumer les conséquences de ces choix. Nous en avons assumé le nôtre. L'objet n'existant plus, parce que la présidentielle est derrière nous, nous avons estimé que nous n'avions plus notre présence là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de nous employer à implanter notre parti, géographiquement aussi, mais aussi dans l'esprit des Ivoiriens. Ce que l'on retient, c'est que c'était une coalition électoraliste. Non. Ou à des fins électoralistes. Non. Pourquoi? C'était une coalition à des fins non électoralistes. Expliquez-nous pourquoi. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que le MGC avait déjà désigné Mme Simone Veil Gbagbo comme candidate. Le PDCI-RDA avait désigné M. Tidiane Thiam comme candidat. Le Front populaire ivoirien avait désigné M. Afin N'Guessan comme candidat, ainsi de suite. Vous voyez, pour éviter les couacs, de ne pas gêner les formations politiques, il fallait un minimum sur lequel on puisse s'attendre. C'était les revendications que nous portions. En général, avant de quitter une coalition comme vous l'avez fait, on fait le bilan de ce que l'on a fait ensemble depuis la naissance de cette coalition jusqu'à l'élection présidentielle. Est-ce que ce bilan a été fait? En tout cas, moi, je l'ai fait. On ne pouvait pas je veux parler de bilan de façon collégiale. Oui, j'arrive, Ali. On ne pouvait pas le faire de manière collégiale, d'autant plus qu'on n'a pas pu arriver à la ligne d'arrivée ensemble. En cours de route, certains partis politiques sont allés adhérer au Front commun. Il y avait de l'eau dans le gaz depuis un moment? Je ne peux pas m'exprimer ainsi. Moi, je respecte toujours le choix qu'ont les autres. Oui, mais, et chercher la chemin. Mais il faut décrire les choses avec les mots qu'il faut. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne le dirai peut-être pas comme vous voulez, mais je vous dirai ce qui s'est passé, selon mes mots. Bien sûr, dites-nous. Alors je dis donc que certains partis politiques ont estimé à un moment donné qu'ils devaient appartenir au Front commun. Ils y sont allés, nous pas. Aujourd'hui, la présidentielle est derrière nous. Moi, j'estime que quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Mais c'est ce que moi je vous demande. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Et puis, séparez-vous calmement, sans bagarre. C'est ce que j'essaie de faire. À un moment donné, le PDCI-RDA est allé au Front commun, sans même nous dire au revoir. Sans même nous dire au revoir. Moi, j'ai estimé que, avec tout le respect que je leur dois, parce que je respecte leur choix. C'est comme si nous sommes assis sur un banc, vous êtes assis sur un bout, moi sur un autre. Vous vous levez sans me dire. Je peux tomber. Et donc, ça encore, ça allait. Si on utilise la même image que vous venez d'utiliser, vous êtes assis sur un banc, vous vous levez du banc de Cap. Est-ce que Simone Gbagbo s'est levée du banc? Elle est informée. Elle est informée? Ah oui, elle a acquiescé? Elle a approuvé votre démarche? Non, ce n'était pas une permission que moi je lui ai demandé. Je l'ai informée de la décision de mon parti. Elle s'est quand même prononcée. Je n'ai pas demandé qu'elle se prononce. Moi, je suis venu l'informer de la décision de mon parti. Elle a son parti, j'ai mon parti. D'accord. Vous voyez ce qu'elle veut dire, avec tout le respect que je lui dois, avec politesse, mais je crois qu'elle était informée, mais elle n'est pas surprise, parce qu'elle me connaît. Elle savait jusque-là que je n'étais plus loin de la porte de sortie. Vous pensez qu'elle va vous emboîter le pas, elle aussi, en sortant de Cap-Si? Je ne peux pas parler au nom du MGC. Ce que je sais pour le moment, elle est encore dans la phase de la suspension, puisqu'elle a été la première à suspendre sa participation à Cap Côte d'Ivoire pour aller en campagne. Cela nous permettait de respecter les textes de Cap Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a pas créé la coalition pour qu'on parte en élection. Voilà, donc elle a son parti politique qui aura le temps de se réunir, faire le bilan de la présidentielle et puis bon, prendre la décision idoine. Mais pour l'instant, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en toute liberté ne fait plus partie de Cap Côte d'Ivoire. Nous avons passé des bons moments. Je salue tous les aînés avec qui on a travaillé. Moi, j'ai beaucoup appris, en bien comme en mal, mais bon, tous les enseignements sont toujours bien dans les coalitions. Et je voulais vraiment leur dire merci ici. Et puis on pourrait certainement, dans la construction de la Côte d'Ivoire, nous retrouver sur d'autres terrains. Alassane Rabo. Bonsoir Monsieur le Président, un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la Quotidienne Info. Les objectifs de Cap Côte d'Ivoire, c'était de façon générale obtenir un dialogue politique, des réformes électorales avant la présidentielle. Est-ce que ces objectifs, selon vous, ont été atteints? Et qu'est-ce que vous estimez être votre part de responsabilité dans l'échec, s'il y en a eu un? On n'a pas atteint les objectifs. Est-ce que je dois appeler ça un échec?
on n'a pas eu les résultats attendus. Et quand c'est comme ça, on essaie de réorienter les choses. La présidentielle est venue s'inviter dans notre cheminement. Et vous savez que la présidentielle, il faut compter avec elle les tensions, les passions, les agendas personnels. Et quand c'est comme ça, il faut essayer de faire marche arrière pour ne pas abîmer, pour ne pas entacher ce qui pourrait être la suite de vos rapports. J'ai fait ce que je pouvais. Je peux dire que je prends ma part d'échec, mais je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. Voilà. Et donc, je présente mes excuses aux Ivoiriens. J'aurais voulu leur donner espoir pour qu'à partir du Cap Côte d'Ivoire, on puisse obtenir un dialogue politique pour éviter ce à quoi on a assisté tout récemment, c'est-à-dire les morts, les blessés, les prisonniers. Moi, j'étais pour celui qui était convaincu qu'à partir du dialogue, on ne pouvait pas répéter ce qu'on a vécu en 2011, en 2020. C'est avec beaucoup d'amertume que j'ai assisté à ce qui s'est passé lors de l'élection de 2025. Et on va y revenir certainement dans le courant de cette émission pour faire le bilan avec vous. Quel regard jetez-vous sur justement la tenue de cette élection présidentielle? On doit marquer une pause tout à l'heure avant d'aller à NCI News présenté par Alassane Drabo dans quelques instants. Mais avant, Alamine qui va faire sa mise en bouche avec le président Charles Blé Goudé. Allez-y. Bonsoir, Président. Par rapport à ce que vous venez de dire, le PDCI est parti sans même nous dire au revoir. Donc pendant la création du CAPCI, vous avez fait un discours où vous dites que ce sont les sons du tam-tam qui renforcent le rang des danseurs. Donc pour dire que c'est parce que la sauce du CAPCI est délicieuse que tout le monde vient, sauf le PPACI, parce que c'était le seul parti de gauche qui n'y était pas. Donc peut-être parce que la sauce du Front commun était délicieuse que le PDCI vous a abandonné pour partir au Front commun. Quelle est votre lecture sur cette question? Et le CAPCI, il ne faut pas oublier la dimension pacifique, coalition pour une alternance pacifique. Donc l'alternance politique a certainement échoué. Mais aujourd'hui, après l'élection présidentielle, c'est 11 morts. Est-ce que vous avez pu aussi assurer ce climat pacifique que vous vouliez? Nous avons mené les démarches pour avoir ce climat pacifique. Et je suis de ceux qui sont allés même jusqu'à demander au RHDP qu'on puisse discuter. On me l'a reproché. Pourquoi pas le gouvernement et le RHDP? J'ai répondu, je vois là devant moi le ministre Seba Congo, ministre, mais en même temps, secrétaire exécutif du RHDP. Je vois là devant moi la ministre d'État Andésiré Oloto et Kandia Kamisuko Kamara. Ce sont les proches collaborateurs du président de la République que je vois là. Je leur dis, pour que votre commission arrive au ciel, je vous recommande de la confier à la fumée. Que ce soit des membres du gouvernement ou des membres du RHDP, je pense que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Donc, si on discute avec eux, ils pourraient certainement convaincre leur patron, qui est le chef de l'État, pour que ce gouvernement-là puisse nous convoquer pour un dialogue. Ça, c'est ce que moi j'ai voulu. Les premiers contacts ont eu lieu. Après, il y a eu des contestations. Vous savez, moi, je n'aime pas les bruits inutiles. Alors, je ne voulais pas entacher mes rapports avec les uns et les autres. Ils ne veulent pas, on a tenté. Et puis bon, pendant qu'on était en train de se chamailler, la présidentielle est arrivée, chaque parti est allé vers sa base et puis faire sa campagne. Je pense que c'était une tentative. Ça n'a pas été mauvais d'essayer. Ce qui est important, c'est quel enseignement on en tire. Et puis comment on réajuste les choses. Vous savez, obtenir un dialogue, c'est un processus. C'est une posture. C'est une manière d'être. Parce que celui avec qui tu veux discuter, il faut éviter de le braquer. Absolument. Pour lui montrer l'intérêt que vous avez en commun de bâtir une nation, en tirant les leçons de votre histoire récente, dont les plaies ne sont pas encore guéries. Et justement, ces leçons, on va y revenir après NCI News présenté par Alassane Drabo. D'abord, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Produire l'énergie d'une nation forte. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Quotidienne Info pour le décryptage de l'actualité nationale, sociopolitique essentiellement, avec comme invité de la Quotidienne Charles Blé Goudé, président du COGEP. À mes côtés pour cet entretien, Alassane Drabo, journaliste, Lamine Fofana, consultant politiste. Charles Blé Goudé, dans la première partie de cette émission, avant d'aller aux news, on a parlé évidemment de votre communiqué adressé ce matin à la conférence des présidents de la coalition Cap Côte d'Ivoire. On va à présent faire le bilan de cette présidentielle. Au cœur de cette présidentielle, vous avez le COGEP, j'entends, avait fait un choix, celui de soutenir la candidate du MGC, l'ex-première dame ivoirienne Simone Yves Gbagbo, qui a été créditée de 2,42% des voix au sorti de ce scrutin. Quel bilan faites-vous de ce résultat de l'ex-première dame, que vous considérez comme une mère pour vous? Au-delà du bilan la concernant, personnellement, il faut faire un bilan global de la présidentielle qui... Non, je voulais commencer par elle et puis arriver sur le bilan global. D'accord, mais tout comme vous, et comme les Ivoiriens, excusez-moi, on constate qu'elle n'a pas été élue. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ces 2% représentent sa valeur politique en Côte d'Ivoire. Connaissez Simone Gbagbo, il y a eu des zones où il n'y a même pas eu de vote, il y a eu un climat de peur, de tension.
Néanmoins, moi, je pense qu'elle a gagné. Elle a gagné quoi? C'est ça la question. Dites-nous. Elle a gagné à démontrer aux Ivoiriens que la voie pour arriver à l'alternance, elle est une et unique. Elle préserve des vies. C'est la voie du vote. Elle a gagné quoi? Elle a gagné la bataille de la détermination. Finalement, c'est elle qu'on voulait faire échouer. Mais elle a transcendé tout cela et elle allait jusqu'au bout de son idéal. C'est-à-dire que les élections aient lieu. Moi, je voudrais ici la féliciter. Les 2%, il y en a qui la moquent. Oui, elle a eu 2%, je voulais leur dire sur ce plateau. 2% est mieux que 2 morts. Il y en a qui disent qu'elle a été portée par le COGEP. Ça veut dire que ces 2%-là, ça représente aussi la force politique, l'électorat du COGEP sur l'échiquier national. J'imagine que vous avez entendu ces observations. Comment vous réagissez? Bien sûr, Ali. Ce sont les observations qui ont tendance à montrer que le COGEP ne pèse pas lourd. C'est même pas un problème, ça. Est-ce que cela vous affecte? Non. Au contraire. Bien au contraire. Moi, au moins, j'ai réussi à me faire peser. Donc, je connais au moins mon poids. Donc, je peux l'améliorer. Je sais au moins ce que je vaux. Il faut interroger l'histoire du monde pour comprendre ma démarche. François Mitterrand a été candidat pour la première fois en 1965 en France. C'est en 1981 qu'il a remporté les élections. C'était l'un des meilleurs présidents que la France a connu. J'ai vais aux États-Unis, Abraham Lincoln, l'un des meilleurs présidents, qui a mis fin à la guerre de sécession, 1861-1865. C'est la vérité. Mais Abraham Lincoln a même connu une dépression. Après avoir échoué 2 fois son élection à la Chambre des représentants, 2 fois son élection au Sénat, finalement, en novembre 1860, il est élu président des États-Unis. Une guerre de sécession éclate. Jusqu'aujourd'hui, son nom est écrit en lettres d'or. Tout se fait étape par étape. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ses limites. Oui, avec Simone Gbagbo, nous avons eu 2%, dans des conditions que tout le monde connaît. Mais on va se battre pour l'améliorer. Mais notre victoire ici, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait la liste de là où le sang a coulé, nous ne serons pas écrits. Aucune goutte de sang n'écrit contre nous. Voilà notre victoire. Et je voudrais ici la féliciter et féliciter tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure. Justement, parlant de bilan général de cette élection présidentielle, c'est un scrutin qui a quand même été émaillé de violence par endroits. On se souviendra par exemple de cette tentative d'incendie déjouée concernant une installation du site gazier de la société Foxtrot. Ça veut dire que d'un côté, il y avait un peu de violence quand même dans les pratiques de certains. Quel bilan faites-vous, vous, de au sortir de cette présidentielle? Vous avez vu, M. Ali, vous êtes venu m'interroger à La Haye. C'est cela. Je vous ai dit ce que je viendrais faire. Vous vous en souvenez? Absolument. Je viendrais être l'aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Un prince, avant de se battre, doit dire pourquoi il se bat. Parce que j'ai tiré les leçons de la crise ivoirienne. On n'aurait pu ne même pas enregistrer un seul blessé lors de ces élections. Si nous tous, on avait compris que oui, il y a ce qu'on veut obtenir d'un gouvernement. Si on ne l'obtient pas, il y avait près de 8 millions d'inscrits, 8 500 000 d'inscrits sur la liste électorale. C'est de la Souba. Selon la CEI, je ne veux pas discuter des chiffres, 50% ont voté. Environ 4 millions et quelques. Sur les 4 millions qui ont voté, 3,5 millions ont donné leur voix au président actuel qui a été élu. Faites la soustraction. Si nous nous étions mis ensemble au sein de l'opposition, si on avait pris de la hauteur par rapport à nos problèmes de personnes, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de morts, on serait en train de dire que nous aussi, nous avons peut-être 49% ou 50%, parce que les 5 millions et quelques qui n'ont pas voté. Parce qu'il faut le dire, le président Ouattara, il a battu campagne. Ah oui, il a mobilisé toutes ses troupes. Moi, je voyais même des gens qu'on transportait, parce qu'ils ne pouvaient pas marcher pour aller faire voter. Ça veut dire que le monsieur, il a pris sa campagne au sérieux. Si de l'autre côté, en face de lui, nous aussi, on avait fait bloc, j'ai été radié. Autour d'un candidat? Autour d'un candidat. On pouvait au moins avoir ce gentleman agreement. Et puis donner une feuille de route à celui qui allait être élu en notre nom, mettant de côté les problèmes des personnes. Aujourd'hui, on serait en train de discuter la présidentielle. Je pense que l'issue de cette présidentielle aurait été autre que ce à quoi nous avons assisté. C'est une question dont vous avez discuté au sein du CAP Côte d'Ivoire, qu'on ferait bloc autour d'un candidat à un moment donné de cette présidentielle? Malheureusement, chacun se croyait déjà élu président. Et c'est ça que j'ai appelé les petits agendas personnels, qui nous éloignent de la cause commune. La cause commune, c'est quoi? L'alternance. Comment l'obtenir? Avec le président Gbagbo, avec le président Thiam, avec Guillaume Soro, avec Charles Blé Goudou, Simone Gbagbo ou Don Melo. Si les autres n'ont pas été sur la liste, on le regrette. Mais quelle est notre stratégie? C'est en ce moment que j'avais donné une anecdote que les gens n'ont pas compris, ils étaient fâchés, je leur présente mes excuses ici. Je parlais de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui peut aller jouer. Et Didier Drogba a un carton rouge. On fait quoi? On plie bagage pour revenir à la maison?
où on regarde sur le banc de touche pour savoir qui peut le remplacer. Parce que l'essentiel, c'est le trophée. C'est un combat que nous menons collectivement. Telle est ma vision, telle est ma démarche. Ça n'a pas eu lieu, on ne va pas ici faire des procès, mais on va essayer de se réorganiser autrement pour 2030 certainement, mais en passant par les législatives. Moi, je pense que je regrette tous les morts qui ont eu lieu. Je pense qu'il faut faire le bilan. 2000, il y a eu des morts à l'élection du président Gbagbo. 2011, il y a eu des morts à l'élection du président Ouattara. 2020, là, on a même touché le fond en jouant au ballon avec une tête humaine. Est-ce que la Côte d'Ivoire est maudite? Est-ce que la politique est mauvaise? Qu'est-ce qui arrive à notre pays? Ce sont des questions que, en tant que leader d'opinion, on doit se poser, mettant de côté nos ambitions personnelles. Parce que, Ali, in fine, on se bat pour qui? Pour nous ou pour le peuple de Côte d'Ivoire? Comment on se donne des règles communes qu'on doit respecter? Comment on ne méprise pas l'autre? Comment on n'humilie pas l'autre? Quel enseignement tirons-nous de ce que nous avons vécu? Ceux qui sont morts n'étaient même pas candidats pour être députés. Moi, j'étais à Nayo. Des gens que je vois brûler vifs. On a la possibilité de tourner cette page-là pour écrire une nouvelle page de paix en Côte d'Ivoire. C'est à ça que moi, je veux travailler. Tous ceux qui ont été choqués par mes propos, par ma démarche, qui ne comprennent pas, je leur explique ce soir que j'ai une seule démarche. Rassembler les Ivoiriens de nouveau pour qu'on puisse bâtir ce pays dans le respect de nos différences. Tout le monde ne peut pas être RHDP. Tout le monde ne peut pas être PPACI. Tout le monde ne peut pas être MGC ou COGEP. Tout le monde est Ivoirien d'abord. On peut travailler à ça. Tel est le bilan que je fais de cette élection, sans accuser ça et là. J'ai félicité celui qui a gagné, je l'assume. C'est une élégance. C'est ma culture démocratique. Et puis, parce que le jour où moi je serai élu, je veux bien que mon adversaire me félicite. Très bien. Alamine? En parlant de ça aussi, par rapport à votre ambition présidentielle, comme vous le dites, on se bat pour qui? Pour nous ou pour la Côte d'Ivoire? Donc vous avez dit à plusieurs reprises que vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire et que vous voulez diriger ce pays. Dans le même temps, vous dites que vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle où le président Laurent Gbagbo est candidat. Donc la question que je voudrais poser, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste d'hypothéquer le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens pour une fidélité ambiguë vis-à-vis d'un Laurent Gbagbo qui aujourd'hui ne prononce même plus votre nom? En quoi vous jugez ma fidélité ambiguë par rapport à Laurent Gbagbo? C'est vous qui posez la question, mais on discute, on échange. Bien sûr, bien sûr. En quoi elle est ambiguë, cette fidélité? Oui, parce que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, vous avez dit la dernière fois que ça fait au moins 3 ans, depuis votre retour en Côte d'Ivoire, il ne veut pas vous recevoir, on assiste à des discours interposés, c'est moi qui cuisinais pour lui, le président Laurent Gbagbo dit non, c'est Nadi Bamba qui donnait la popote, c'est un jeune qui cuisinait pour nous lorsqu'il a démissionné, celui que vous savez là a fait l'intérim. Donc on assiste à des discussions interposées où on s'est dit il y a quelqu'un qui affirme une volonté de fidélité et un autre acteur qui ne prononce même plus son nom. Donc oui, c'est vis-à-vis de cet acteur-là que vous ne voulez pas être candidat, s'il est candidat, sachant que vous voulez servir le peuple de Côte d'Ivoire par un programme. D'où la question. Le président Gbagbo a été président à 56 ans. J'en ai 53. Le président Ouattara est... Dans 3 ans, il n'y aura pas de présidentielle. Donc, oui, si vous... J'aurai 58 ans en 2030. Si vous remportez l'élection. Voilà. Non, j'ai dit j'aurai 50 ans. Ah d'accord, très bien. En 2000. En 2030. Donc, en fait, vous dites que vous avez du temps. Moi, j'ai mon temps. Deuxièmement, moi, je suis africain. Sur ce plateau, et Ali Dialassouba est là, je dis que je ne veux pas commenter mes rapports avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est un père pour moi. C'est moi qui l'ai décidé. Ce nom de mon père s'appelle Blégné pour Marcel. Mais je dis que le président Gbagbo est mon père. En Afrique, un père peut se permettre tout ce qu'il veut sur son enfant. Même en plein village, en pleine rue, il peut même vous taper. Mais quand il s'agit... Allez-y. Vous l'assumez. Mais vous n'avez pas le droit, vous, de même élever le ton sur lui. C'est dans cette démarche africaine que je suis. C'est cette éducation que papa m'a donnée. Et donc pour le reste, j'ai juré fidélité au président Gbagbo. J'ai traversé les pires moments de ma vie avec lui. En 2002, quand il a fait face à une rébellion, tout près ici à la place de la République, contre tous les avis de ses collaborateurs, j'ai appelé ici à une manifestation. Vous connaissez la suite. Pourquoi contre les avis? Il ne voulait pas du tout. Je peux le dire sur ce plateau. Qui ne voulait pas? Le ministre FPI était contre le rassemblement auquel j'ai appelé à la place de la République en 2002. Il disait que c'était inopportun. Je me suis entêté. Et c'est mon entêtement en 2002 qui a sauvé la République. Deuxièmement, en 2004, quand les chars français ont encerclé la résidence du chef de l'État, vous étiez peut-être trop jeune, mais vous savez de quoi je parle. On disait qu'il faut que les jeunes rentrent à la maison. Contre cet avis, j'ai appelé les Ivoiriens dans la rue. L'armée française a reculé.
Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Je vous épargne les détails jusqu'à ce que, parmi tous ces collaborateurs, on l'arrête, on arrête, on nous amène nous deux à la Cour pénale internationale. Monsieur Lamine, c'est ça qui est le combat, c'est ça que moi je compte. Les assiettes, les cuillères de la CPI, c'est pas important. Même quand le bonheur du peuple ivoirien en dépend. Le bonheur du peuple ivoirien, on peut le retarder. C'est ce que je suis en train de faire. J'aurais même été candidat aujourd'hui que je n'ai peut-être pas eu de chance de gagner. La preuve, la candidate que j'ai soutenue n'a pas gagné par rapport aux conditions qui ont été créées. Vous voyez, on a tout le temps. Le plus important, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. Le plus important, Lamine, c'est l'idéal qu'on porte. Et quand on porte un idéal dans lequel on a confiance, on se donne le temps. On n'est pas pressé. Et moi, je ne suis pas pressé du tout. Parce que j'ai le temps de partager avec les Ivoiriens ma vision. Et puis le temps viendra où, s'ils veulent, ils me confient la gestion de ce pays.